C'était un dimanche de février, gris, lourd, avec cette odeur d'hiver qui reste collée au rideau. J'avais passé la matinée à préparer le déjeuner. Un rôti, des pommes de terre au four, un gâteau à la poire, la recette que mon mari aimait tant. Mon fils, Julien, m'avait promis de venir avec sa femme, Camille. Ils arrivaient rarement à l'heure, mais je mettais toujours la table comme autrefois, avec la nappe blanche, les verres en cristal, les serviettes pliées. Quand la porte a sonné, j'ai ressenti ce mélange habituel d'émotion et d'angoisse. J'ai ouvert, sourire aux lèvres. Camille est entrée la première. Manteau ouvert, téléphone à la main, sans même me regarder. Elle a déposé son sac sur la commode et a dit d'un ton sec « Ça sent le beurre brûlé ici ». J'ai voulu plaisanter. « C'est mon rôti, il a un peu trop patienté au four ». Elle a haussé les épaules. « Il n'y a pas de honte à admettre qu'à ton âge, on ne suit plus le rythme ». Mon fils, gêné, a embrassé ma joue. « Maman, ça va? Tu sembles fatiguée. »« Non, juste heureuse de vous voir. » Je leur ai servi le repas, comme toujours. Les verres tintaient, les enfants bavardaient. Mais entre Camille et moi, il n'y avait que du silence. Un silence lourd qui fait du bruit à l'intérieur. Puis, sans prévenir, elle a posé sa fourchette, essuyé sa bouche et dit à voix haute « Julien, je t'ai dit hier que je n'en pouvais plus. »« De quoi ?» a-t-il demandé, surpris. Elle a pointé son doigt vers moi, sans me regarder vraiment. « D'elle, de ta mère, de sa façon de s'imposer partout, de se mêler de tout, de vouloir toujours être utile. Camille, enfin? Non. Je te le dis devant elle, tant pis. Je n'en peux plus de faire semblant. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux durs, presque brillants. « Vieille sorcière, je te supporte juste à cause de mon mari. » Le mot est tombé comme une pierre dans une vitre. Le silence autour de la table a changé de texture. Même les enfants ont cessé de respirer. Julien a voulu parler, balbutier quelque chose, mais elle l'a coupé. « Oui, vieille sorcière. Parce que tu fais pitié avec tes airs de martyr, tes carnets, ton sourire de sainte. Tu veux qu'on t'aime, mais tu étouffes tout le monde. » Je suis restée là, figée, les mains posées sur la nappe. Le soleil d'hiver filtrait à travers la fenêtre, dessinant sur la table une bande de lumière froide. Je ne pleurais pas. Pas encore. Dans ma poitrine, il n'y avait pas de colère, seulement une sorte de vide immense. Je regardais mon fils. Il ne disait rien. Il fixait son assiette comme si la vérité se trouvait entre les miettes de pain. Je me suis dit, voilà, c'est donc ça le moment où tout bascule. Camille s'est levée, a pris les enfants par la main. « On s'en va. J'en ai assez des repas de charité. » Julien a murmuré. « Camille, attends. » Mais elle était déjà à la porte. Avant de sortir, elle a ajouté. « Range bien la vaisselle. Au moins ça, tu sais encore le faire. » La porte a claqué. Je suis restée seule, devant la table dressée comme pour une cérémonie interrompue. Le rôti refroidissait, les bougies fumaient. J'ai observé le verre qu'elle avait utilisé. Une trace de rouge à lèvres, fine, presque élégante, restait sur le bord. Et c'est là que les larmes sont venues, silencieuses. Pas pour ce qu'elle avait dit, mais pour ce que mon fils n'avait pas dit. Je me suis levée, lentement. J'ai pris une assiette, puis une autre. J'ai tout lavé à l'eau froide, comme pour effacer le goût amer de cette journée. En rangeant, j'ai remarqué mon carnet sur la commode, celui où j'écrivais mes recettes, mes souvenirs. Je l'ai ouvert à une page blanche et j'ai écrit « La main tremblante. Dimanche, 14h23. » Elle m'a appelée vieille sorcière. Il n'a rien dit. J'ai compris. J'ai refermé le carnet doucement, comme on ferme une porte à double tour. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais déjà que quelque chose venait de mourir, pas mon amour. Non, mais mon silence d'avant. Parce que dans cette insulte, il y avait une vérité qu'elle ignorait. Elle venait d'éveiller en moi quelque chose qu'on croyait disparu depuis longtemps, la dignité d'une femme qu'on avait trop souvent confondue avec la docilité. Avant qu'elle ne me traite de vieille sorcière, il fut un temps où tout semblait droit, limpide, presque joyeux. Quand je ferme les yeux, je revois la cuisine de mon premier appartement à Lyon. Les rideaux à fleurs, la table en bois que mon mari, Henri, avait fabriquée de ses mains, et moi, jeune mariée, persuadée qu'aimer suffisait à tout rendre solide. Henri travaillait beaucoup. Il était menuisier, passionné, obstiné, mais d'une douceur rare. Moi, je m'occupais de la maison, des repas, du linge,
de Julien, notre fils unique, arrivait après des années d'attente et de prière. Je me souviens de la première fois qu'il a marché, dans le couloir étroit de notre HLM. Henri avait éclaté de rire, m'avait soulevé dans ses bras, et j'avais pleuré de bonheur. Je croyais que cette image durerait toujours. Puis, les années ont passé. Henri est mort jeune, d'un cancer rapide, brutal, qui m'a laissé seule avec un garçon de 16 ans et une pension minuscule. J'ai pris un petit emploi dans une école, d'abord à la cantine, puis au secrétariat. Je n'ai jamais manqué un jour de travail, jamais pris de vacances. Mon seul luxe, c'était Julien. Ses études, ses chemises propres, son avenir. Je disais souvent, s'il devient un homme droit, alors tout aura eu un sens. Et il l'est devenu du moins, je le croyais. Brillant, cultivé, courtois, il m'appelait chaque soir quand il a quitté la maison pour son premier emploi à Bordeaux. Et puis un jour, sa voix a changé. Il m'a parlé d'elle, Camille. Je me souviens du ton dans lequel il prononçait son prénom. Un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle est vive, maman, très moderne. Elle dit les choses franchement, tu verras, tu l'aimeras. La première fois que je l'ai rencontrée, elle portait une robe rouge, un parfum trop fort et un regard qui scrutait tout, jusqu'au pli de ma nappe. C'est charmant ici, avait-elle dit. Mais un peu. Daté, non? J'avais souri, par réflexe. Henri disait toujours que j'étais incapable de répondre à la méchanceté autrement que par un sourire. Quand ils se sont mariés, j'ai tout donné. Mon alliance, mes économies, mes bijoux de famille. Je voulais qu'ils commencent leur vie sans dette, sans souci. Julien m'avait promis de me garder près d'eux. Tant que tu voudras, maman. Et moi, naïve, j'y ai cru. Les premières années, j'étais la bienvenue. Camille me demandait des recettes, m'appelait pour garder les enfants. Je voyais bien qu'elle n'était pas tendre, mais j'espérais qu'avec le temps, la confiance viendrait. Je lui tricotais des écharpes, j'achetais des livres aux petits. Je faisais ce que les mères font, donner, sans compter. Mais peu à peu, elle a mis de la distance, des phrases légères, comme des piqûres. Vous savez, Madame Durand, les enfants ont besoin de repères modernes. C'est gentil de vouloir aider, mais j'ai ma manière de faire. Vous vous ennuyez, non? Vous devriez sortir, rencontrer des gens de votre âge. À chaque remarque, je me taisais. J'avais peur de blesser Julien, peur de créer une tension. Je croyais que le silence apaiserait les choses. Mais le silence, je l'ai compris trop tard, ne soigne rien, il endort la douleur jusqu'à ce qu'elle revienne, multipliée. Et puis, le mépris s'est installé comme un meuble de plus dans leur maison. J'ai senti le ton changer, les regards devenir condescendants, les repas se transformer en épreuves de politesse. Elle me faisait asseoir au bout de la table, me servait la première, comme on le fait aux vieilles gens dont on veut se débarrasser vite. Julien, lui, ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voulait pas voir. Il confondait la paix avec la lâcheté, comme beaucoup d'hommes pris entre deux femmes. Je me suis souvent demandé si Henri, s'il avait vécu, aurait laissé faire cela. Je crois que non, il aurait parlé. Moi, je n'ai pas su. Jusqu'à ce fameux dimanche. Le jour où, entre le rôti et le dessert, la vérité m'a frappé au visage sous forme d'une phrase. « Vieille sorcière, je te supporte juste à cause de mon mari. » En rentrant dans ma chambre ce soir-là, j'ai pris une vieille photo d'Henri. Je lui ai murmuré. « Tu vois, mon amour, ils ont tué la paix que j'avais gardée pour eux. Mais je ne vais plus me taire. » Et dans le miroir, j'ai vu quelque chose d'étrange. Non pas une femme brisée, mais une femme lucide. Celle que j'aurais dû être depuis longtemps. Les humiliations n'ont pas commencé par des cris, ni par des insultes. Elles se sont installées doucement, comme la poussière qui s'invite dans les coins d'une maison. Des phrases légères, jetées en passant, des sourires faux, des gestes innocents qui piquaient pourtant au cœur. Au début, c'était presque imperceptible. Camille me demandait un service, garder les enfants, préparer un repas, arroser les plantes pendant leurs vacances. Puis, elle corrigeait mes gestes, comme on rectifie ceux d'une employée maladroite. « Mettez moins de sel, Madame Durand. Les enfants n'aiment pas les plats d'un autre siècle. Vous avez encore repassé les chemises de Julien? Ce n'est pas la peine, j'ai un pressing. Oh non, ne faites pas la vaisselle, on a un lave-vaisselle pour ça. » Mais le soir, quand je partais, la vaisselle m'attendait toujours, les verres tachés, les assiettes empilées. Je disais rien, parce que je ne voulais pas gêner, parce que je croyais encore que l'amour d'un fils pouvait protéger.
Je rentrais chez moi, j'écrivais une phrase dans mon carnet. Ne pas répondre, garder trace. Avec le temps, elle a cessé de me vouvoyer. C'était plus pratique, disait-elle. Mais dans sa bouche, le tutoiement n'était pas une familiarité. C'était une descente de grade. Un jour, elle m'a demandé d'aller chercher les enfants à l'école. J'y suis allée, ravie. En arrivant, l'institutrice m'a tendu un papier à signer. Je l'ai lu. Autorisation spéciale, déléguée par la mère. Sous la mention parent ou tuteur légal, c'était son nom, pas celui de Julien. Et dans la case personne de confiance, elle avait écrit « Ancienne nounou ». Je me suis tue, mais j'ai senti le sang quitter mes joues. Ancienne nounou, pas grand-mère. Le soir, elle m'a demandé « Alors, tout s'est bien passé ?»« Oui, sauf le papier à signer. »« Oh, ça, c'est administratif. Ça t'arrange, non ? Moins de responsabilité. » Elle disait cela en souriant, mais dans ses yeux, il y avait ce mépris tranquille, celui qu'on réserve à quelqu'un qu'on croit déjà vaincu. Puis elle a commencé à oublier de me prévenir des repas de famille. Je recevais les photos après coup. Eux, souriant, autour d'une table, les enfants sur ses genoux. Je mettais un cœur sous la photo, comme si de rien n'était, et j'écrivais dans mon carnet « On efface les gens d'abord, sur les photos, ensuite dans la vie. » Un après-midi, elle a débarqué chez moi, sans prévenir. Elle a regardé autour d'elle, l'air écœuré. « Tu vis encore avec ces meubles ?» On dirait un musée. Je lui ai répondu calmement. « Oui. Chaque meuble a survécu à quelque chose, comme moi. » Elle a ri. Un rire sec, qui n'avait rien de joyeux. Les enfants, eux, m'aimaient toujours. Ils se réfugiaient dans mes bras, me racontaient leurs petits secrets, mais même cela, elle le transformait en reproche. Tu les rends dépendants? Tu vois bien qu'ils pleurent quand tu pars. Ils ne pleurent pas parce que je pars, Camille. Ils pleurent parce qu'on leur apprend à avoir honte de m'aimer. Ce jour-là, elle n'a rien répondu, mais son regard s'est durci. Et dans ce regard, j'ai lu l'annonce de ce qui allait venir. La détestation ouverte. Petit à petit, elle a réussi à me faire douter de tout, de ma mémoire, de mon utilité, de ma place. Elle m'appelait Madame Durand devant ses amis, comme si j'étais une invitée de passage. Une fois, j'ai surpris une conversation entre elle et une amie. Franchement, sa belle-mère, c'est un roman. Toujours en train d'écrire, de noter des trucs. Je parie qu'elle prépare un testament ou un règlement de compte. Et l'autre de répondre. Tu devrais te méfier. Ces vieilles-là ont plus de dents qu'on ne croit. Elles ont ri ensemble. Et moi, derrière la porte, j'ai souri aussi. Parce que pour la première fois, j'ai pensé qu'elles avaient peu. Être raison. J'ai senti que quelque chose changeait en moi. Un fil de fer intérieur, discret mais solide. Je ne savais pas encore quand ni comment, mais je savais que le jour viendrait où le respect serait remis à sa place. Je n'étais pas une vieille sorcière. J'étais une mémoire qu'on avait trop longtemps méprisée. Et les mémoires, quand elles décident de parler, ne crient pas. Elles écrivent. Ce fut un mardi, banal en apparence. Un jour où l'on croit que rien ne changera, où le temps passe lentement, presque vide. J'étais venue garder les enfants, comme souvent. Camille devait aller signer des papiers pour son travail, disait-elle. Elle avait laissé sur la table son sac ouvert, son ordinateur portable, des dossiers éparpillés. Pendant qu'elle s'habillait à l'étage, j'ai voulu ranger un peu. Et c'est là que j'ai vu la chemise beige, avec mon nom dessus. Durand, Marie-Louise. J'ai cru à une erreur. Mais quand j'ai ouvert, mes mains se sont glacées. À l'intérieur, il y avait des copies de papiers administratifs. Ma carte d'identité, mon justificatif de retraite, même un vieux relevé bancaire que je ne lui avais jamais donné. Et une procuration manuscrite, portant une signature qui imitait la mienne. C'était une demande d'accès à mon compte pour aide familiale et gestion de dépenses quotidiennes. La banque mentionnée? La mienne. La date? De la semaine précédente. J'ai entendu ses pas descendre l'escalier. J'ai refermé la chemise d'un geste précis et l'ai replacée exactement comme elle l'avait laissée. « Tout va bien, Marie-Louise ?»« Oui, » ai-je répondu, sans lever les yeux. « Tout va très bien. » Mais dans ma tête, un autre ton parlait. « Assez. » Ce soir-là, chez moi, j'ai relu mes carnets. J'ai revu la scène du dimanche, les mots, les regards. Et j'ai compris, ce n'était pas seulement du mépris, c'était une stratégie. Elle voulait tout mon fils, ma maison, mes économies et jusqu'à mon nom.
J'ai ouvert mon tiroir, sorti ma vieille boîte en fer où je rangeais mes papiers importants. Elle y avait déjà mis la main une fois, sous prétexte de m'aider à trier. Je l'ai ouverte, il manquait mon double de livret de famille. Mon cœur s'est serré, mais pas de peur. D'une lucidité froide, j'ai écrit dans mon carnet. Mardi, découverte, fausse procuration, utilisation de papier personnel, retrait d'un livret, preuve de préméditation. Puis, en dessous, ne plus attendre, organiser. Le lendemain, je suis allée à la banque. La conseillère, une jeune femme polie, m'a reçue en me reconnaissant. Madame Durand, on a justement reçu un appel pour une modification de procuration à votre nom. Vous confirmez? Non. Et je veux que vous notiez dès aujourd'hui qu'aucune procuration ne sera validée sans ma présence physique. Elle a hoché la tête, a imprimé un document, l'a tamponné. Je vous mets ça par écrit. Je suis ressortie dans le froid, mais j'avais chaud. Pour la première fois depuis des années, je marchais sans baisser la tête. Le piège qu'elle croyait me tendre s'était refermé, sur elle. En rentrant, j'ai trouvé un mot sur ma porte, écrit de sa main. « Merci pour ton aide, je suis passée déposer les enfants. Tu pourrais vérifier la boîte aux lettres? J'attends un courrier important. » Ce courrier, je l'ai trouvé le lendemain. Un pli recommandé, adressé à moi mais à son adresse à elle. Je l'ai pris, sans l'ouvrir, et je l'ai déposé au commissariat du quartier. « Je crois qu'on utilise mon identité », ai-je simplement dit. Le policier, un homme calme, a tout noté. « Vous avez bien fait de venir, madame. On va faire un signalement au procureur. » Le soir, je suis rentrée chez moi. La lumière du couloir était douce. J'ai préparé un thé, posé le carnet sur la table, et j'ai relu mes mots. Je n'étais plus dans la douleur. J'étais dans la construction. Quand on vous vole une signature, reprenez la plume. J'ai alors commencé ce que j'appellerai plus tard mon dossier de survie. Dix intercalaires, un sommaire, des preuves, des dates et, en première page, un titre que j'ai tracé d'une main ferme. Réhabilitation de ma dignité. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Le mal n'avait pas disparu, mais il avait changé de camp. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le vent cognait contre les vitres comme s'il voulait me rappeler que quelque chose venait d'être arraché. Sur la table, le dossier beige, la fausse procuration me hantait encore. Pas pour la trahison qu'il représentait, mais pour ce qu'il révélait. Le mépris absolu de Camille, son assurance que je ne comprendrais jamais rien, que je resterais docile jusqu'au bout. Je me suis assise à mon bureau et allumé la lampe, et j'ai ouvert mon carnet. Les pages étaient pleines d'années de silence, de petites blessures, de phrases retenues. Ce soir-là, j'ai écrit autrement, pas comme une victime, mais comme une témoin. Je sais, je vois, je note, puis j'ai ajouté, d'une main plus ferme. Ce n'est plus moi qui vais me taire, c'est elle qui devra écouter le silence. Je me suis souvenu d'Henri encore. Il disait toujours, dans la vie, il faut savoir où placer sa chaise. Je crois que j'avais laissé les autres la déplacer pour moi. Et là, pour la première fois, j'ai décidé de la remettre à ma place, ma chaise, au centre de ma propre vie. Je me suis fait un thé, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de février sentait la rouille et la pluie. J'ai respiré longtemps. Une part de moi avait envie de hurler, de tout raconter à Julien, de le secouer pour qu'il voie la femme qu'il avait laissée dominer notre famille. Mais je savais que ce serait inutile. Les cris, chez nous, avaient toujours profité à ceux qui savaient pleurer ensuite. Alors, j'ai choisi le contraire. La lucidité froide, le calme tranchant. Le lendemain, je me suis rendue à la mairie pour demander un double de mes documents officiels. « Tout va bien, Madame Durand ?» me demanda la secrétaire. « Parfaitement. Je veux juste vérifier que mon identité m'appartient encore. » Elle a souri, sans comprendre. Moi, je savais que c'était ma manière de reprendre possession de moi-même. En rentrant, j'ai trié mes affaires, mes comptes, mes papiers. J'ai découvert d'autres anomalies. Des courriers ouverts, des lettres manquantes, des chèques encaissés à des dates étranges. Rien de massif, mais assez pour prouver qu'elle testait les limites, qu'elle avançait par petites morsures. Je me suis sentie vieille, oui, mais d'une vieillesse claire. Pas celle de la faiblesse, celle du savoir. Celle des femmes qui ont compris que la survie, c'est d'abord de tout regarder en face. Le soir, j'ai relu les lettres de mon fils. Des phrases d'autrefois, pleines de tendresse,
Merci pour tout, maman. Tu es ma force, mon repère. Je les ai rangés avec soin. Non pas pour m'y réfugier, mais pour m'en servir. Parce que j'allais avoir besoin de mémoire, la mienne et la sienne. Avant de me coucher, j'ai écrit sur une feuille neuve. Plan de reprise. Faire opposition à toute signature suspecte. Prévenir le notaire. Consulter un avocat. Attendre le moment exact pour dévoiler les preuves. Ne pas parler. Observer encore. Je me suis promis de ne plus être dans la peur, ni dans l'amour aveugle, mais dans la clarté, la patience et la précision, 3 armes qu'elle n'avait pas. Ce soir-là, j'ai dormi enfin, d'un sommeil droit. Je n'étais plus la belle-mère qu'on supporte. J'étais une femme en marche vers la justice. Et au fond, j'ai senti quelque chose de très simple renaître en moi. Le goût de la vérité nue, celle qu'on n'a pas besoin de crier pour qu'elle tranche. Le matin suivant, je me suis levée avant l'aube. J'ai préparé un café fort, mis mon manteau et pris mon dossier bleu, celui où j'avais glissé les copies, les lettres, les preuves. Chaque feuille était une arme, chaque tampon une miette de dignité retrouvée. Je suis d'abord allée à la banque. La même jeune conseillère m'a accueillie, polie, un peu gênée. « Ah, Madame Durand, vous revenez pour la procuration ? Pour la verrouiller ?» ai-je répondu. « Définitivement. » Je lui ai remis un courrier officiel, signé de ma main, daté du jour même. Aucune procuration ne doit être ouverte, modifiée ou réactivée sans ma présence. Et j'aimerais que toute tentative d'accès non autorisé soit notifiée à mon avocat. Elle a hoché la tête, un peu impressionnée. « Vous voulez que j'ajoute votre notaire dans le dossier ? » ?»« Oui, Maître Valérie Giroux, à Bordeaux. » En sortant, j'ai ressenti une étrange fierté. Je n'étais plus dans la réaction, j'étais dans l'action. L'étape suivante fut le notaire. J'avais pris rendez-vous avec Maître Giroux, celui qui avait géré la succession d'Henri autrefois. Un homme carré, attentif, qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Je lui ai exposé toute la situation, calmement, sans pathos. Je lui ai montré la procuration falsifiée, les courriers, le dossier CAF signalé, les relevés douteux. Il a écouté sans m'interrompre, puis a posé ses lunettes. « Votre belle-fille s'est mise dans une situation grave. Je ne veux pas la détruire, maître. Je veux juste qu'elle arrête. Alors, faisons simple. Je vais sécuriser vos comptes, revoir votre testament et prévenir la banque. Et surtout, je vous conseille de consigner vos preuves par écrit dans un acte notarié. Ce sera votre meilleur bouclier. » Nous avons passé 2 heures à tout classer. À la fin, il m'a dit, avec ce ton sobre qu'ont les hommes de loi. « Vous savez, Madame Durand, la vengeance bruyante attire la pitié, mais la justice silencieuse, elle, impose le respect. » Je lui ai souri. C'est exactement ce que je veux. Du respect, pas des excuses. L'après-midi, j'ai pris un bus pour aller voir Maître Delmas, avocate spécialisée en droit de la famille. Une femme dans la cinquantaine, droite, franche, les yeux clairs. Je lui ai raconté tout depuis le début. Les humiliations, le mépris, les papiers volés, le mot « sorcière ». Elle a pris des notes, puis m'a dit « Vous avez eu raison de tout consigner. Ce carnet, c'est votre dossier. Ce n'est plus un journal, c'est une preuve. C'est mon miroir », ai-je murmuré. Elle a souri. « Je vais rédiger un courrier d'avertissement à votre belle-fille. Rien d'accusatoire, juste une mise en garde légale. Ce sera froid, neutre et redoutable. Vous recevrez une copie. » Quand je suis sortie du cabinet, il pleuvait. Une pluie fine, presque bienveillante. J'ai levé la tête vers le ciel et j'ai pensé « Henri, tu peux dormir tranquille. Ta femme n'est plus une victime. » Les jours suivants, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je gardais encore les enfants, je préparais des gâteaux, je répondais poliment à Camille, je jouais la docilité à la perfection. Un soir, elle m'a dit avec un sourire venimeux « Tu sembles en forme ces temps-ci. C'est rare. Tu prends quelque chose ?»« Oui, ai-je répondu. De la clarté. » Elle a ri, sans comprendre. Et moi, je me suis dit que le plus beau masque du monde, c'est celui du calme. La semaine suivante, la lettre de l'avocate est arrivée chez elle. Je n'étais pas là, mais je sais ce qui s'est passé. Elle a d'abord cru à une erreur, puis elle a compris qu'il y avait quelqu'un derrière mon silence. Quelqu'un qui savait écrire, signer, dater. Quelqu'un qu'on ne pouvait plus piétiner sans laisser de traces. Le lendemain, elle ne m'a pas regardé dans les yeux.
Elle m'a juste lancé. Tu deviens parano, ma pauvre. Non, réaliste. Et la réalité, ça change tout. Je n'ai rien ajouté. Je savais que le piège était refermé. Pas sur elle seulement, mais sur tout ce qu'elle représentait. Le mépris tranquille, la domination par l'humiliation, le pouvoir de celui qui croit que le silence est faiblesse. Mais mon silence, désormais, avait des témoins officiels. Et chaque fois que je tournais la page de mon carnet bleu, j'entendais presque la voix du notaire me répéter « Madame Durand, vous avez fait de votre vérité un document. » Et dans ce mot, document, il y avait tout. La preuve, la légitimité et la revanche sans cri. La confrontation n'a pas éclaté dans la colère. Elle s'est jouée, comme toujours, dans le silence. Camille ne comprenait pas encore qu'on peut perdre une guerre sans entendre un seul cri. C'était un vendredi matin. Le facteur m'avait remis une lettre recommandée adressée à mon nom. L'expéditrice, Banque Crédit Atlantique. Je l'ai ouverte calmement, devant mon café. « Madame, nous vous confirmons la réception de votre demande d'opposition à toute procuration frauduleuse. Une enquête interne est ouverte. Nous vous remercions de votre vigilance. » En bas, une mention en petits caractères. Une tentative d'accès à votre compte a été enregistrée le 14 février à 10h42 depuis l'agence de Bordeaux Centre. Cette date, je la connaissais. C'était le jour exact où Camille avait soi-disant passé à la banque pour changer son adresse postale. J'ai reposé la lettre, puis j'ai simplement souri. Le filet se resserrait. 2 jours plus tard, Julien m'a appelé. « Maman, il faut qu'on parle. » « Bien sûr. Venez dîner, tous les deux. » Je les ai reçus comme toujours. Table mise, lumière douce, une tarte aux pommes au four. Mais à l'intérieur, tout était différent. Ce n'était plus moi, l'invité dans leur théâtre, c'était eux, mes convives, dans le mien. Ils se sont installés, nerveux. Camille triturait sa serviette. Julien regardait ses mains. « Maman, dit-il enfin, tu as déposé une plainte ? » « Non, j'ai signalé des faits. C'est différent. » Mais enfin, tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu n'écrit pas ma signature à ma place, Julien. Elle a levé la tête, fulminante. « Tu exagères. J'ai voulu t'aider, c'est tout. Les papiers, les démarches, la banque, tout ça te dépassait. »« Ah oui ?» ai-je répondu doucement. « Alors pourquoi avoir mis ton adresse à la place de la mienne? Pourquoi avoir imité ma signature ?» Elle s'est tue. Je me suis levée, suis allée chercher mon carnet bleu, l'ai posé sur la table. Je l'ai ouvert à une page précise. Regarde, Julien. Mardi 14 février, 10h42. C'est l'heure exacte de la tentative d'accès. J'étais à la pharmacie à ce moment-là. Voici le ticket de caisse. Il a blêmi. Camille a voulu se lever, mais je l'ai arrêté d'un geste. Non, reste. Ma voix était calme, posée, presque douce. Tu m'as appelée vieille sorcière ce jour-là. Tu te souviens? Elle a baissé les yeux. Eh bien, tu avais raison sur un point. Les vieilles femmes savent des choses. Elle a relevé la tête, furieuse. Tu veux me faire passer pour une voleuse? Non, pour une leçon. Et tu es en train de la recevoir. Julien est intervenu, la voix tremblante. Camille, arrête. Là, je ne peux plus défendre ça. Elle s'est levée, furieuse, a attrapé son sac et a lancé. Vous êtes pathétiques, tous les deux. Non, ai-je répondu. Libre. Elle a claqué la porte. Un long silence s'est installé. Julien est resté là, immobile. Maman, murmura-t-il, je n'ai rien vu. Je suis désolée. Tu n'as pas voulu voir. C'est différent. Je me suis levée. J'ai posé une main sur son épaule. Tu n'as pas à t'excuser. Chacun apprend à sa manière. Toi, tu viens d'apprendre le prix du silence. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Que vas-tu faire maintenant? Rien. La justice suit son cours. Moi, je reprends le mien. Le soir même, j'ai reçu un appel de l'avocate. Madame Durand, la banque a confirmé la fraude. Votre dossier est clos. Votre responsabilité est totalement dégagée. Et votre belle-fille sera convoquée. Très bien, ai-je répondu. Merci, maître. Je ne veux pas qu'on la détruise. Qu'on lui rappelle juste la loi. J'ai raccroché, puis j'ai ouvert mon carnet. J'ai ajouté une ligne simple. Vendredi 21h15. Le piège s'est refermé. Sans bruit, sans haine. Avec preuve. Je me suis assise dans mon fauteuil.
J'ai regardé les flammes du poêle danser. C'était fini. Pas un cri, pas un éclat, pas une vengeance. Juste la clarté. Et dans cette clarté, j'ai senti quelque chose de nouveau. Le calme souverain de celle qu'on ne pourra plus jamais manipuler. Les semaines suivantes ont eu l'étrange goût de l'après-guerre. Plus de cris, plus de tension, seulement le vide. Et ce silence froid que laisse une vérité mise à nu. Julien m'a appelé chaque jour. Sa voix avait changé, lente, brisée, comme celle d'un enfant qui comprend trop tard que sa mère a eu raison. Elle est partie chez ses parents, m'a-t-il dit un matin. Elle dit qu'elle veut réfléchir. Qu'elle le fasse, ai-je répondu, mais qu'elle réfléchisse jusqu'au bout. Dans le quartier, la nouvelle s'est répandue rapidement. Les voisins, les amis, les collègues, tous savaient qu'une enquête avait été ouverte. Camille, qui aimait tant les apparences, s'était retrouvée nue devant elle. Sa belle assurance s'était transformée en murmure gêné. Je ne m'en réjouissais pas. J'observais simplement la loi naturelle des choses. Quand on blesse la vérité, elle finit toujours par revenir, et elle ne frappe jamais à la porte avant d'entrer. Un samedi, mon fils est venu seul, sans prévenir. Il avait maigri. Il s'est assis dans le salon, à la même table où, des mois plus tôt, Camille m'avait insulté. Ses yeux cherchaient les mots. « Maman, je crois que c'est fini entre nous. » Je suis restée silencieuse. Il a ajouté « Je n'arrive pas à lui pardonner. » Pas pour ce qu'elle t'a dit, pour ce qu'elle a fait. Alors ne te force pas, ai-je dit. Les faux pardons sont des mensonges polis. Il a pris mes mains dans les siennes. Je suis désolée, maman. Ce n'est pas à moi de l'entendre. C'est à toi-même. Je ne l'ai pas consolé. Je ne voulais pas effacer sa culpabilité. Il devait la traverser, comme moi j'avais traversé mes humiliations. Les enfants, eux, m'ont écrit. De petits mots, maladroits, dessinés au crayon. « Mamie, pourquoi tu ne viens plus? Papa pleure le soir, mais il dit que tu es courageuse. » J'ai gardé leurs lettres dans mon carnet, pas pour me rappeler la douleur, mais pour me souvenir que, même dans les maisons les plus sombres, il reste toujours une lumière quelque part, celle des innocents. Puis vint le printemps. J'ai reçu un appel de Maître Delmas. L'affaire est classée. Votre belle-fille a signé un accord de retrait des procurations et un engagement à ne plus se mêler de vos affaires. Elle s'est excusée, par écrit. Par écrit? Oui. Une lettre. Vous la recevrez. Le lendemain, le facteur me remit une enveloppe blanche, sans parfum, sans artifice. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Les lettres d'excuses ont souvent le goût amer de la stratégie. Elle écrivait « Je reconnais avoir dépassé les limites. Je regrette mes paroles et mes gestes. J'ai voulu aider, mais j'ai blessé. J'espère que vous trouverez en vous le pardon que je n'ai pas su demander plus tôt. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans mon carnet, entre la page du 14 février et celle du 20 et 1 mars, entre la fraude et la vérité. Julien, lui, a commencé une thérapie. Il me l'a dit un soir, la voix timide. Je veux comprendre pourquoi j'ai laissé faire. Je lui ai souri, parce que tu aimais la paix plus que la justice, et parce que tu croyais que les deux pouvaient cohabiter. Et toi, tu ne m'en veux pas? Non. Tu sais, on finit toujours par trahir ceux qu'on aime quand on veut leur éviter les conflits. Mais l'amour, ce n'est pas la paix. C'est le courage de dire non. Il m'a prise dans ses bras. C'était la première étreinte sincère depuis des années. Et dans ce geste, j'ai senti que la boucle se refermait, mais cette fois sans amertume. Camille, elle, a disparu des conversations. Elle n'envoyait plus de messages, ne passait plus à la maison. Parfois, j'entendais son nom au détour d'une phrase, et je voyais le regard de Julien se durcir. Je n'ajoutais rien. La justice, parfois, c'est de ne pas s'en mêler. Un jour au marché, une voisine m'a dit « Vous devez être soulagé, non ?» Je lui ai répondu doucement « Non, juste en paix. Ce n'est pas la même chose. » À la maison, tout avait changé. Les rires des enfants manquaient, mais je ne ressentais plus le vide comme une punition. C'était un espace nettoyé, prêt pour autre chose. Chaque soir, je rangeais un peu plus les traces de leur passage. Un dessin sur le frigo, un bol ébréché, un jouet oublié. Je gardais seulement le silence. Un silence net, propre, comme une table qu'on vient d'essuyer après un long repas où tout a été dit. Et ce silence-là, c'était le mien. Le printemps s'installa doucement, comme une main apaisée sur mes épaules.
J'avais 74 ans, un dossier clos, un fils revenu et un silence devenu complice. Pourtant, je sentais qu'il me manquait encore quelque chose. La légèreté, celle qu'on perd à force d'attendre la tempête suivante. Alors, un matin, j'ai pris une décision sans retour. J'ai mis en vente la maison. Pas pour l'argent, mais pour l'air. Je voulais respirer ailleurs. J'ai trouvé un petit appartement à Royan, au bord de la mer. 2 pièces, un balcon, une cuisine minuscule et une vue sur les toits gris-bleu. Le jour de mon installation, j'ai ouvert les fenêtres et l'odeur du sel est entrée d'un coup, comme une bénédiction. Je me suis dit, c'est ici que je vais recommencer à vivre, non pas en mère, ni en belle-mère, mais en femme. Les premiers jours, le silence me tenait compagnie. Un silence neuf, clair, non plus imposé par les autres, mais choisi. Je marchais chaque matin le long du front de mer, le vent dans les cheveux, les mouettes au-dessus de moi. J'observais les couples âgés se tenant la main, les enfants qui couraient dans le sable. J'apprenais à exister sans avoir à prouver que j'existais. Au café du port, j'avais ma table habituelle. Le patron, un homme rond et bavard, me saluait toujours avec le même mot « Bonjour, la dame au carnet ». Parce que oui, j'écrivais encore. Mais désormais, mes pages n'étaient plus remplies de preuves ni de dates. Elles parlaient de la mer, du vent, du goût du pain chaud, du rire d'un inconnu. J'avais troqué la rigueur du dossier contre la lenteur du récit. Julien m'appelait chaque semaine. « Tu es heureuse, maman ?»« Oui, Julien. Tu sais, on croit qu'on vit entouré des siens, mais parfois, c'est seul qu'on respire enfin. Les enfants veulent venir te voir cet été. Qu'ils viennent. Je leur apprendrai à pêcher les souvenirs au lieu des rancunes. Un jour, j'ai reçu une carte postale sans signature. Un dessin d'enfant. 3 mots. Pardon, merci, Camille. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai posé sur le buffet, entre une photo de jeunesse et un coquillage ramassé sur la plage. Je me suis dit que le pardon, quand il arrive tard, n'est pas inutile. Il arrive juste à temps pour ne plus blesser. Le soir, je prenais souvent le thé sur le balcon, en regardant le soleil tomber dans l'eau. Je pensais à Henri, à nos débuts, à cette table en bois où tout avait commencé. Je pensais aussi à Camille, à sa rage, à son vide. Et je remerciais la vie, malgré tout, de m'avoir rendu capable de tenir, sans crier, sans haïr. J'avais appris que la dignité ne fait pas de bruit. Elle se tient droite, un carnet à la main, et elle attend que la vérité fasse son œuvre. Les voisins me trouvaient tranquille. Ils ne savaient pas que derrière cette tranquillité se cachait un chantier immense, celui d'une femme qui avait reconstruit son âme. Certains soirs, j'allumais une bougie et j'écrivais à mon mari défunt. « Tu sais, Henri, j'ai tenu parole. J'ai veillé sur lui, sur eux, et maintenant je veille sur moi. C'est peu être ça, la vraie fidélité. » La maison ne me manquait plus. Mon fils venait parfois avec les enfants. Ils couraient sur la plage, ramassaient des coquillages, me tendaient leurs trésors. Et je me disais, voilà, le cycle est accompli. Je ne voulais plus rien de plus grand que cela. Un peu de lumière, des mots justes, et le sentiment d'avoir repris ma voix. Je regarde souvent la mer, le soir, depuis mon balcon. Le vent y est plus doux qu'autrefois, comme si même lui avait renoncé à me bousculer. Je n'ai plus peur du silence. Il est devenu mon pays, mon compagnon fidèle. Je relis parfois les premières pages de mes carnets. Les phrases sont tremblantes, pleines de concessions, de peu, être et de je ne veux pas déranger. Puis, au fil des pages, les mots se redressent, prennent de la place, ils cessent d'être des excuses et deviennent des fondations. Je me demande souvent comment en arrive-t-on là? À accepter l'humiliation, le mépris, la dépossession de soi, tout cela au nom de la paix familiale. Je crois que nous, les femmes de ma génération, avons été élevées pour protéger les maris, les fils, la réputation, mais jamais nous-mêmes. Et pourtant, il vient un âge où protéger sans se protéger devient une faute. Ce jour où ma belle-fille m'a dit « Vieille sorcière », elle croyait me détruire. En vérité, elle m'a réveillée. Parce qu'au fond de cette insulte, il y avait la plus belle reconnaissance qu'elle pouvait me donner, celle d'une femme qu'elle craignait. Depuis, je marche chaque matin le long du front de mer. Je croise d'autres femmes, seules, parfois tristes, parfois fières, et je me dis qu'il y a dans nos silences des bibliothèques entières de vérité. Nous avons aimé, servi, pardonné trop souvent sans que personne ne le voie.
Mais nos mains, nos yeux, nos gestes portent encore les traces du courage invisible. Julien vient de temps en temps. Il s'assied près de moi, regarde la mer, sans rien dire. C'est notre manière de nous parler désormais par le calme. Il a repris sa vie, les enfants grandissent, et moi, je ne réclame plus rien. J'ai compris qu'aimer, parfois, c'est simplement ne plus s'oublier. Un soir, il m'a demandé « Tu lui en veux encore, à Camille ?» J'ai réfléchi avant de répondre « Non. » Ce serait lui donner trop d'importance. Et puis, je crois qu'elle m'a rendu plus libre qu'elle ne l'imagine. Libre? Oui. Elle m'a forcé à regarder ma propre force. Je n'ai plus de rancune, seulement une tendresse lucide pour ce que j'ai traversé. Chaque humiliation, chaque mot dur, chaque silence de mon fils m'a appris à me tenir debout sans témoin. Ce soir, en refermant mon carnet, j'ai écrit ces mots. J'ai perdu la famille que j'espérais, mais j'ai trouvé la femme que j'étais. Et c'est peu, être ça, la vraie justice. La lumière décline sur la mer, lente et dorée. Les vagues roulent contre les rochers, toujours pareilles, toujours neuves. Je respire profondément. J'ai mis tant de temps à comprendre que se taire n'est pas toujours subir. Parfois, se taire, c'est choisir sa parole, la garder entière pour le moment juste. Alors, avant d'éteindre la lampe, je murmure, pour moi, pour toutes celles qui ont plié sans rompre. Le silence peut aussi être une forme de justice. Et dans ce murmure, il n'y a plus de douleur. Seulement une paix immobile, celle d'une femme enfin entendue, même quand elle ne parle plus.